Les 20 années de lutte de classe, d'une richesse politique et d'une intensité exceptionnelle, sans équivalent dans l'histoire du mouvement ouvrier, qui forgèrent le trotskisme, commencèrent par l'événement qui avait déstabilisé le système capitaliste tout entier, la révolution russe de 1917. Le trotskisme est d'abord l'héritage de la révolution russe. En éclatant en Russie, après 2 ans et demi de guerre mondiale, la révolution avait surpris tout le monde. Comme l'a écrit Trotsky des années après, même Lénine reléguait la révolution socialiste dans un avenir plus ou moins lointain. Et si Lénine envisageait ainsi la situation, il n'est alors guère nécessaire de parler des autres. La révolution avait couvé au front, dans la boue et le froid des tranchées de cette sale guerre impérialiste que les capitalistes se menaient avec la peau des peuples, et où les hommes crevaient comme des rats sous les bombes, la mitraille et le gaz. Elle avait couvé à l'arrière, où les ouvrières et les ouvriers mouraient de faim et d'épuisement dans les usines d'armement. La révolution éclata en Russie, car c'était le maillon le plus faible de la chaîne de l'impérialisme, comme avait dit Lénine, le pays le plus arriéré, au régime tsariste détesté, qui avait déjà été bousculé 12 ans plus tôt par une première révolution, celle de 1905. Alors, le 8 mars 1917, à la surprise générale, ce sont les ouvrières et les femmes du peuple de Saint-Pétersbourg qui, protestant contre la pénurie et les problèmes de ravitaillement, sortirent dans les rues. Qu'allaient faire les ouvriers? Allaient-ils les laisser seuls? Le lendemain, quand les ouvriers les eurent rejointes, que feraient les soldats, ces paysans sous l'uniforme? Allaient-ils se joindre à la révolte et la transformer en révolution? En 5 jours, tout ce que le tsarisme comptait d'ennemis, c'est-à-dire toute la société, ou presque, se coalisa et le régime fut renversé. Ce n'était qu'un début. Dans un premier temps, les grands vainqueurs furent les bourgeois et leurs alliés des grandes puissances impérialistes, la France et l'Angleterre, avec lesquels ils comptaient bien poursuivre la guerre avec la peau des soldats pour assouvir leurs appétits d'annexion. Alors si les ouvriers et les soldats voulaient vraiment mettre fin à la guerre, ils devaient aller plus loin. La révolution ne serait pas allée plus loin s'il n'y avait pas eu Lénine. Son opiniâtreté, son indéfectible confiance dans la classe ouvrière et dans les masses les plus arriérées. Et s'il n'y avait pas eu le parti bolchevique, qui s'était créé, formé et développé depuis des années pour mener la révolution le plus loin possible dans l'intérêt des opprimés. Le parti bolchevique était un parti communiste révolutionnaire qui liait le sort des opprimés de Russie à celui des opprimés de toute la planète pour renverser le capitalisme. La révolution d'octobre 1917, qui 8 mois après février amena les bolcheviks au pouvoir, résulta de la conjonction de cette perspective révolutionnaire consciente incarnée par le parti bolchevique de Lénine, avec la nécessité pour des millions d'opprimés, s'ils ne voulaient pas revenir en arrière, d'aller jusqu'au bout du combat qu'ils avaient eux-mêmes enclenché. Et ensemble, ils n'ont pas reculé. Malgré la bourgeoisie et les classes dominantes qui menaçaient de les écraser, malgré les pressions de la petite bourgeoisie qui prétendait guider les prolétaires du haut de son savoir, mais qui en réalité n'exprimait que sa soumission à la bourgeoisie, et même malgré les hésitations venant de leurs propres rangs. Ils ont osé, comme l'a écrit de sa prison la révolutionnaire allemande Rosa Luxembourg. Ils se sont lancés à l'assaut du ciel, comme avait dit Marx à propos de la Commune de Paris. Oui, ils ont osé s'appuyer sur les masses analphabètes et les sans-grades, sur leur conscience naissante et leur désir de s'émanciper de leur chaîne et de leur soumission. La guerre avait mis l'Europe à feu et à sang, et la révolution couvait partout. Il fallut moins d'1 année pour qu'elle éclate en Finlande, en Allemagne et en Hongrie. Des dizaines de millions d'exploités dans le monde remirent en cause l'ordre social, créant une frayeur et une haine parmi les classes dominantes de toute la planète. Dans une note confidentielle, le Premier ministre britannique Lloyd George écrivait en 1919, je cite, « L'Europe entière est pleine d'un esprit de révolution. Il existe un profond sentiment non seulement de mécontentement, mais de colère et de révolte des travailleurs contre leurs conditions d'avant-guerre. L'ensemble de l'ordre social existant, dans ses aspects politiques, sociaux et économiques, est mis en question par les masses de la population d'une extrémité à l'autre de l'Europe. » En mars de cette année 1919, les bolcheviks fondèrent une nouvelle internationale,
l'Internationale communiste, pour permettre aux travailleurs de tous les pays de rompre avec les partis socialistes qui les avaient trahis en 1914. Des partis communistes furent fondés partout. Durant cette vague révolutionnaire, des républiques soviétiques se constituèrent en Hongrie, en Bavière et en Slovaquie. L'Italie connut une vague de grèves avec occupation d'usines par les ouvriers armés et organisés en milices prolétariennes. Mais les révoltes et les révolutions furent écrasées. La vague révolutionnaire refluait. Elle avait empêché les forces impérialistes d'abattre le pouvoir issu de la révolution en Russie. Et à la fin de la guerre civile, en 1920, ils tenaient toujours debout. Mais ils se trouvaient isolés. Aucun révolutionnaire n'avait envisagé cette situation. La révolution mondiale victorieuse, l'économie mondiale prise en main par les exploités, réorganisée et planifiée en fonction des besoins de l'humanité tout entière, c'était l'avenir communiste. Mais que pouvait faire une Union soviétique encerclée par le capitalisme, réduite à ses seules ressources humaines terriblement arriérées? L'Union soviétique était immense, avec des richesses en matières premières exceptionnelles, mais le développement industriel du temps du tsarisme avait été très faible. L'immense majorité de la population était constituée de paysans très pauvres, aux méthodes d'agriculture très rudimentaires. Et le niveau culturel général était considérablement en retard sur l'Occident. La jeune classe ouvrière russe, issue des campagnes depuis seulement 1 ou 2 générations, était beaucoup moins formée et cultivée que celle des pays développés. Au travers des années de lutte contre le tsarisme, elle avait fait sortir de ses rangs des centaines de milliers de combattants conscients. Et la révolution avait été, comme dit Lénine, en des moments d'exaltation et de tension particulière de toutes les facultés humaines, l'œuvre de la conscience, de la volonté, de la passion, de l'imagination de dizaines de millions d'êtres humains aiguillonnés par la plus âpre lutte de classe. Mais après la prise du pouvoir, le problème se posait à une toute autre échelle. La société nouvelle reposait sur la participation directe et active des masses. À la base du nouvel État, il y avait les soviets, ces comités, ces organes de la démocratie ouvrière élus par les travailleurs et les paysans pauvres. Mais l'action des masses ne se limitait pas à cela. À tous les niveaux de la vie économique et sociale, dans les entreprises, les administrations, les écoles, à la ville, à la campagne, des dizaines et des dizaines de millions d'opprimés étaient appelés à prendre part à la gestion concrète de la société. Il y eut une volonté farouche et générale de s'éduquer, de se cultiver, de combattre l'analphabétisme, l'ignorance et les superstitions, pour que le premier manœuvre ou la première cuisinière venue puisse contrôler l'État, comme avait dit Lénine. Mais le poids de l'arriération était immense, comme le pays. Isolée politiquement et économiquement, l'Union soviétique ne pouvait sortir de son sous-développement hérité du tsarisme. Et c'est ce qui allait être à la source de sa dégénérescence et de la domination d'une bureaucratie incarnée par Staline. Trotsky, dans son livre « La Révolution trahie », résume ce lien entre l'arriération du pays et le poids de la bureaucratie par l'image d'une queue devant un magasin. Je le cite. Quand il y a assez de marchandises au magasin, les chalands peuvent venir à tout moment. Quand il y a peu de marchandises, les acheteurs sont obligés de faire la queue à la porte. Sitôt que la queue devient longue, la présence d'un agent de police s'impose pour le maintien de l'ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie soviétique. Elle sait à qui donner et qui doit patienter. Le développement de la bureaucratie avait commencé dès le début du nouveau régime. Les bolcheviks connaissaient les dangers professionnels du pouvoir, comme dira plus tard un dirigeant de l'opposition trotskiste, Christian Rakovski. Les bolcheviks savaient que tout État crée une bureaucratie. Mais ils comptaient sur l'action directe des masses pour contenir le phénomène bureaucratique et sur l'extension de la révolution aux pays développés d'Europe pour pouvoir s'en débarrasser définitivement. Mais l'isolement de l'Union soviétique l'obligeait à tenir, à partir de ses seules ressources, en attendant d'autres périodes révolutionnaires. Alors, pour relancer l'économie et nourrir le pays, en prenant en compte son arriération, le pouvoir décida de redonner un peu d'oxygène à l'initiative privée.
Il entrouvrit la possibilité d'un enrichissement personnel, une nouvelle politique économique qui permettait aux paysans, à des petits industriels ou des intermédiaires commerciaux de s'enrichir. C'était s'appuyer sur des forces capitalistes pour relancer la production, mais sous le contrôle de l'État ouvrier. Lénine savait qu'il fallait surveiller de près le renforcement de ces forces sociales hostiles et que c'était justement la tâche du parti. Mais l'héroïsme de la guerre civile, où toutes les forces avaient été tendues pour la survie de la Révolution, avait dévoré l'énergie des femmes et des hommes. Et devant les difficultés du quotidien, conjuguées au reflux de la vague révolutionnaire internationale, les travailleurs avaient en partie perdu espoir et déserté les soviets. Sans ce contrôle permanent des opprimés, la petite bourgeoisie des villes et des campagnes se mit à faire pression sur la bureaucratie de l'État et du parti pour obtenir des avantages. Si ces forces sociales agissaient sur le parti, parfois en corrompant certains de ses membres, c'est aussi du parti que pouvait venir la lutte contre elles. Lénine, bien que malade, voulut mener ce combat, avec Trotsky, contre Staline, qui incarnait déjà la bureaucratie. Mais la maladie rattrapa Lénine. Privé de la faculté de parler et de se mouvoir, il ne put mener son dernier combat. Alors c'est Trotsky qui s'en chargea. Il fallait regagner le parti à l'esprit révolutionnaire de 1917, en regroupant tous ceux qui, notamment dans la jeunesse, gardaient cette flamme vivante. Ensuite, il fallait rallier et convaincre les autres. C'est dans le parti que se trouvaient les ouvriers révolutionnaires. Pour donner une idée concrète de ce combat, les mémoires du trotskiste Grigori Grigorov méritent d'être cités et largement. Fin 1923, Grigorov, qui avait rejoint le parti comme combattant de l'Armée rouge, fut envoyé dans un centre industriel du textile, Rodniki. Dans ses mémoires, il décrit la situation de la classe ouvrière et celle des membres de l'appareil local du parti. Alors je le cite, « La plus grande partie des ouvriers vivaient dans des maisons de bois misérables, à la limite de l'effondrement, dans lesquelles, faute de combustible, on avait froid. D'énormes files d'attente se formaient pour acheter des produits alimentaires. Les membres du comité local du parti, eux, recevaient tous les produits dont ils avaient besoin dans un centre de distribution non ouvert au public, une situation qu'ils considéraient comme parfaitement normale. Le niveau moral des permanents du parti était des plus bas. Ils consommaient de la vodka et du torboyau maison, même au travail, et le soir, ils jouaient aux cartes et faisaient la noce. La jeune militante qui dirigeait le secteur féminin du comité du parti m'avait invité à une réunion des ouvrières du textile. Là, elle exposa avec enthousiasme que le pouvoir soviétique avait donné une complète liberté à la femme. Mais pour ce qui la concernait, elle, cette fameuse liberté comportait un côté affligeant. Elle souffrait d'une maladie vénérienne. Elle s'indigna avec une franchise à laquelle j'étais peu habitué. « Tu imagines ce cadeau que m'a fait un salopard du comité du parti ?» Grigorov resta là plusieurs jours et fut invité à une réunion des membres du parti d'une usine. La réunion débuta par le discours du directeur, Balakhnine, un membre du parti évidemment. Balakhnine commença par énumérer les services que dans le passé il avait rendus à la classe ouvrière. Ce faisant, il avait un air des plus satisfaits de lui. Ensuite, sans se gêner, Balakhnine se mit à dénoncer Trotsky, à rappeler ses divergences avec Lénine, à le traiter tantôt de liquidateur, tantôt de mencheviks, les socialistes qui avaient trahi la révolution en 17. Puis il alla dans le mensonge, jusqu'à dire que Trotsky s'était opposé à l'insurrection armée d'octobre et que, s'en prenant maintenant au véritable léniniste, il était un idéologue de la petite bourgeoisie. Et pour conclure, il porta un toast en l'honneur du comité central léniniste. Voilà. On entendit 2 ou 3 personnes applaudir, puis un long silence se fit. Le secrétaire du comité local du parti proposa alors que l'on passe aux questions. Et là, les questions des ouvriers, eux aussi membres du parti, se mirent à pleuvoir. Comment donc Lénine avait-il pu confier la direction de l'Armée rouge au menchevique Trotsky? Pourquoi tenait-on Trotsky en estime quand Ilitch, Lénine, était en bonne santé? Comment Trotsky aurait-il pu être contre l'insurrection d'octobre, lui qui dirigeait sa préparation? Et Staline, qui est-il? Nous ne le connaissons pas.
Pourquoi nous fournit-on du pain rassis et congelé? Jusqu'à quand les ouvriers seront-ils privés de leurs droits? Pourquoi à la cantine de l'usine nous nourrit-on plus mal que des chiens? Toutes ces questions s'accompagnaient de bruits et d'exclamations divers. Ils sont devenus des bureaucrates, ils sont coupés des ouvriers, ils nous bâillonnent, ils nous promettent le paradis sur terre pour demain, mais aujourd'hui, ils nous appellent à souffrir, tandis que pour les chefs, c'est déjà le paradis. Grigorov savait que le directeur avait suivi les instructions de l'appareil qui menait campagne pour diffamer Trotsky. Alors il intervint pour établir la vérité sur Trotsky et son rôle avant et pendant la Révolution. Puis il aborda le combat contre la bureaucratie dans le parti et dans l'État. Je reprends le récit de Grigorov. Du fait de la maladie de Lénine, une lutte pour le pouvoir s'est engagée au comité central. Tandis qu'au Politburo, une majorité fait bloc contre Trotsky, personnage le plus populaire dans le parti et dans l'armée. Mais la population n'a que faire de cette lutte. Pour elle, ce qui importe, c'est de résoudre les questions essentielles, amélioration des conditions de logement, augmentation des salaires, problème de l'approvisionnement alimentaire. Les ouvriers doivent s'octroyer le droit de participer à la prise des décisions qui concernent leur existence. Le discours de Grigorov se termina par un tonnerre d'applaudissements. Le directeur tenta de le discréditer en criant « Grigorov est un enseignant menchevique, à qui faites-vous confiance ?» Mais un ouvrier lui répondit « Dis donc, toi, Balaknine, tu aurais bien fait d'aller d'abord étudier à l'école avant d'aller t'asseoir dans un fauteuil de directeur. » 2 résolutions furent votées. Celle du directeur obtint 19 voix, celle de Grigorov 150. Mais voici la suite. Quand on proclama les résultats du vote, il se produisit un incident très étonnant. Balaknine sortit un pistolet de sa poche, le pointa sur moi et s'écria « Des mencheviks comme lui, il faut les fusiller ». Un groupe d'ouvriers fondit sur lui, lui arracha le pistolet et il quitta la salle. Après cela, tous entonnèrent l'internationale. Des cris fusèrent « Vive les chefs de la Révolution, Lénine et Trotsky, vive l'organisateur de l'Armée rouge ». Nous mettions du temps à nous séparer. Le secrétaire du comité local du parti vint vers moi et me dit « Pour cette réunion, on va me retirer mon poste et je ne vais pas te remercier. » À quoi je répondis « Tu n'as rien à craindre, tu es un ouvrier, tu iras travailler à la fabrique. Alors que pour moi, cela se présente de façon plus délicate. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir dit la vérité aux ouvriers. » Comme le montre ce récit, la gangrène bureaucratique avait progressé en prenant de court les révolutionnaires. Ils avaient vu l'enrichissement de certains et le recul de la vie démocratique dans le parti. Mais en même temps, tous ces militants, y compris les bureaucrates, s'étaient retrouvés sur les fronts de la guerre civile, combattant côte à côte. Et puis, bon an mal an, pourquoi ne pas faire confiance aux déclarations réconfortantes de l'appareil, qui assuraient que les choses s'amélioraient? Il fallait du courage pour apparaître ouvertement comme un oppositionnel et suivre Trotsky sur lequel s'acharnait tout l'appareil. Le trotskisme est né dans ce combat. Dès fin 1923, plusieurs milliers de militants rejoignirent Trotsky pour former avec lui l'opposition de gauche. Autour de ce noyau, des dizaines de milliers de membres du parti sympathisaient plus ou moins clandestinement. Parmi eux, il y avait des vieux bolcheviks qui avaient connu les prisons du Tsar, les déportations et l'exil. Mais il y avait surtout des jeunes ayant rejoint le parti au moment de la Révolution ou pendant la guerre civile. Et tous, ils incarnaient la Révolution d'octobre et le bolchevisme. Ils militèrent dans le Parti communiste parce que c'était leur parti. Ils voulaient le régénérer, faire revenir la démocratie en son sein, lui redonner son sens de parti de la classe ouvrière. Pendant 10 ans, les oppositionnels s'interdirent de construire un nouveau parti. Mais pour ce qui est de l'audience, de l'implantation dans la classe ouvrière et de la compétence des militants et de la direction, ils étaient un véritable parti, comme le mouvement trotskiste n'en connaîtra plus par la suite. Au début de 1926, les oppositionnels réussirent à regagner une fraction de leurs anciens camarades, ceux qui avaient suivi Zinoviev et Kamenev. Jusqu'alors, ceux-là avaient fait bloc avec Staline contre Trotsky, mais là, ils venaient de se retourner. Victor Serge, qui militait alors à Leningrad, raconte ce revirement de plusieurs vieux bolcheviks. Je le cite. «
Les vieux chefs du parti de Léningrad, que je connaissais presque tous depuis 1919, paraissaient avoir changé d'âme en une nuit. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'ils éprouvaient un profond soulagement à sortir du mensonge asphyxiant pour nous tendre la main. Ils parlaient de ce Trotsky qu'ils dénigraient odieusement l'avant-veille avec admiration et commentaient les résultats des premières entrevues entre lui, Zinoviev et Kamenev. L'opposition unifiée présenta en 1927 une plateforme politique pour le 15e congrès du parti. C'était le programme révolutionnaire de la classe ouvrière d'Union soviétique. La plateforme réclamait que l'augmentation des salaires ouvriers marche de pair avec l'augmentation du rendement dans l'industrie. Elle disait qu'il fallait chercher l'alliance avec les paysans pauvres et combattre les paysans riches, en exonérant de l'impôt les premiers et en prenant davantage aux seconds, ainsi qu'aux capitalistes, sans augmenter les impôts des paysans moyens. La plateforme disait qu'il fallait développer l'industrie étatisée pour que la diminution des prix atteigne avant tout les produits de première nécessité consommés par les larges masses des ouvriers et des paysans. Elle insistait sur le lien indissoluble entre l'avenir de l'Union soviétique et la révolution à l'échelle internationale. Et elle mettait au premier plan la lutte contre les comportements bureaucratiques, en réclamant le retour de la démocratie à l'intérieur du parti. Même 10 ans après la Révolution, ce programme résonnait dans les cœurs de bon nombre de travailleurs et de militants. Il touchait aussi par sa véracité les plus jeunes. L'écho recueilli par l'opposition représentait un danger mortel pour la bureaucratie. Alors, Staline décida de la museler. Et juste avant le Congrès, l'opposition fut exclue. Ses militants furent envoyés en déportation ou en prison. L'appareil réussit à en faire capituler certains. Mais des milliers restèrent fermes, malgré la répression, à l'image de Rakovski, un des rares dirigeants de l'opposition qui avait pu assister au Congrès et qui répondit au comité central qui lui demandait de capituler « Je commence à me faire vieux, pourquoi gâcher ma biographie ?» Et il fut déporté. Trotsky fut déporté au Kazakhstan. Puis un an après, pour le couper radicalement du reste de l'opposition et frapper celle-ci à la tête, Staline le fit expulser d'Union soviétique. Mais même sans Trotsky, même emprisonnés et réprimés, les oppositionnels ne pliaient pas, et leurs analyses et leurs tracts continuaient de circuler dans les usines et les quartiers ouvriers. Au milieu des années 1930, l'opposition vit même venir à elle de nouveaux adhérents, des jeunes et des ouvriers. Alors Staline organisa leur liquidation totale. Persécutés comme ils l'étaient, les oppositionnels n'avaient plus aucun moyen de se battre, si ce n'est en refusant de capituler devant la terreur. Accepter de se soumettre, c'était laisser l'appareil salir tout leur combat, le laisser dire qu'ils étaient des menteurs et des traîtres à la classe ouvrière. L'immense majorité des oppositionnels qui suivaient Trotsky depuis 1923 préféra mourir plutôt que de céder. Ce geste héroïque était avant tout politique, et on ne peut pas comprendre leur détermination si on ne comprend pas que c'est la révolution russe qui les portait, la fidélité à ce combat et à ce moment unique de l'histoire de la lutte des classes où ils avaient entrevu le renversement total du capitalisme. Ils savaient qu'ils étaient les derniers à incarner le bolchevisme et qu'ils ne devaient pas céder pour qu'il y ait une chance de transmettre cet héritage aux nouvelles générations. À l'échelle internationale, le mouvement communiste s'était développé en parallèle de cette dégénérescence de l'État soviétique. Des militants ouvriers avaient rompu avec les partis socialistes ou les syndicats anarchistes pour se tourner vers la Troisième Internationale et aller à l'école du bolchevisme, pour faire comme en Russie. Mais à peine venaient-ils de franchir ce pas qu'ils étaient confrontés aux luttes internes à la direction du Parti soviétique, luttes dont ils ne saisissaient pas les enjeux. James Cannon, qui était alors un des dirigeants du Parti communiste des États-Unis et qui devint par la suite trotskiste, raconte sa propre incompréhension au début de l'opposition de gauche. « J'éprouvais une très grande insatisfaction
Le conflit dans le parti russe ne m'a jamais enthousiasmé, je ne le comprenais pas. Et le critère qui servait à juger les dirigeants à Moscou, c'était qui avait vociféré le plus fort contre le trotskisme et contre Trotsky. Même quand la politique de l'internationale communiste, que l'opposition combattait, avait des conséquences catastrophiques, l'immense majorité des militants communistes dans le monde n'en comprenaient pas les enjeux et les raisons. En Chine, en 1927, alors qu'une révolution prolétarienne avait éclaté, l'Internationale obligea les communistes chinois à se ranger derrière des dirigeants bourgeois qui se retournèrent contre la classe ouvrière et écrasèrent dans le sang la révolution. Mais Cannon avoue avec sincérité, je le cite, « Les provinciaux américains que nous étions ne connaissaient rien là-dessus. La Chine était lointaine et nous n'avions jamais vu aucune des thèses de l'opposition de gauche. » Quand Cannon découvrit ces thèses, il devint trotskiste. Le reflux général de la vague révolutionnaire avait à la fois renforcé la bureaucratie en URSS et les tendances conservatrices dans les partis communistes. La conjonction des deux transforma l'internationale communiste de Lénine en une internationale stalinienne qui allait devenir une arme contre les révolutions. Et la victoire du parti nazi en Allemagne en 1933 allait révéler tout ce que cette évolution avait eu de fatal. En Allemagne, lors de la montée du nazisme, au début des années 30, la classe ouvrière était organisée dans deux grands partis ouvriers, le Parti socialiste et le Parti communiste. Le PC avait été décapité dès sa naissance en 1919 par l'assassinat de plusieurs de ses dirigeants, dont Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Il s'était relevé et avait grossi au cours des épisodes révolutionnaires qui avaient suivi. Mais il avait vite sombré dans un suivisme aveugle vis-à-vis de l'appareil stalinien. Les forces organisées du mouvement ouvrier allemand étaient considérables. Coordonnées pour lutter contre les nazis, elles auraient pu créer un front uni puissant. Mais la lutte résolue contre le nazisme signifiait la lutte contre le capitalisme et la révolution ouvrière. Les dirigeants du Parti socialiste n'en voulaient pas. Leur politique se résuma à espérer que la bourgeoisie allemande n'appelle pas les nazis au pouvoir. La direction stalinienne du Parti communiste avait elle aussi renoncé au combat révolutionnaire, ce qu'elle cachait derrière un sectarisme suicidaire, avec la formule dite du social-fascisme, qui considérait que le Parti socialiste et le Parti nazi étaient des jumeaux et empêchaient tout front uni des travailleurs. Désorientée par les directions du PC et du PS, la classe ouvrière allemande fut livrée sans combat à Hitler, qui, dès qu'il eut le pouvoir, broya les organisations ouvrières, en assassinant ses militants et en les enfermant dans des camps de concentration. La destruction du mouvement ouvrier allemand fut un coup de tonnerre. Mais aucune direction d'aucun parti communiste au monde ne critiqua la politique stalinienne, révélant la faillite complète de la Troisième Internationale. La victoire de Hitler signifiait que l'impérialisme allemand allait se préparer à une nouvelle guerre mondiale. Et cette Allemagne nazie était une menace évidente contre l'URSS. Mais la bureaucratie soviétique était devenue incapable de voir dans les explosions révolutionnaires du prolétariat autre chose qu'un danger pour elle. Alors elle chercha des alliés du côté des pays impérialistes. Et elle mit l'internationale communiste au service de sa diplomatie. Ce que Staline avait à offrir à ses alliés impérialistes, c'était sa capacité à tromper la classe ouvrière. Sur ordre de Moscou, les dirigeants des PC stalinisés tendirent la main à tout ce qui se trouvait sur leur droite, au Parti socialiste et à des partis bourgeois, comme ils le firent en Espagne et en France, en mettant en place des fronts populaires, avec comme objectif de canaliser la contestation ouvrière sur le terrain de l'électoralisme. En même temps, et c'était lié, ils ne toléraient pas la moindre expression indépendante sur leur gauche, qui aurait dénoncé leur trahison et leur forfaiture. Quand la révolution prolétarienne espagnole éclata, en juillet 1936,
l'Internationale communiste intervint pour la première fois, consciemment, dans un sens contre-révolutionnaire. Une révolution espagnole victorieuse aurait immédiatement trouvé le soutien de la classe ouvrière française, qui venait de vivre la grève générale de juin 1936 avec ses occupations d'usines. Cela aurait été un retournement politique considérable dans cette Europe où le fascisme se répandait. Mais la bureaucratie craignait la révolution prolétarienne encore plus que la guerre mondiale, car un nouvel État ouvrier aurait révélé l'usurpation stalinienne aux yeux de tous les travailleurs. Alors Staline mit tout en œuvre pour étrangler la révolution. Les staliniens et les socialistes, alliés dans le Front populaire espagnol, obligèrent les exploités à renoncer à leurs revendications révolutionnaires, sous prétexte que dans le combat contre l'extrême droite franquiste, il ne fallait pas effrayer une imaginaire bourgeoisie républicaine. Avec la complicité des chefs anarchistes du puissant syndicat CNT, ils étouffèrent l'élan des masses. La bourgeoisie, elle, avait choisi le franquisme, et les staliniens assassinaient les révolutionnaires espagnols. Staline avait envoyé des armes en Espagne, non pas aux travailleurs, mais à cette composante de l'État se disant républicaine. Il avait aussi rassemblé des troupes pour elle. À l'appel de l'Internationale communiste, des militants venant de toute l'Europe constituèrent les brigades internationales. Ils étaient venus combattre le franquisme, croyant donner leur vie pour que le mouvement communiste prenne sa revanche sur Hitler, Mussolini et tous les dictateurs d'Europe. Mais ces mêmes militants fournirent au stalinisme les troupes pour réprimer la révolution espagnole. C'est parce qu'il avait réussi à se faire passer pour le continuateur de Lénine que Staline pouvait agir ainsi et imposer aux militants communistes de tous les pays ce que jamais aucun parti bourgeois ou réformiste n'aurait pu leur imposer. Le stalinisme réintroduisit au sein même du mouvement ouvrier des idées bourgeoises, comme le nationalisme et l'électoralisme, qui n'avaient rien à voir non seulement avec le bolchevisme, mais même avec ce que le mouvement ouvrier avait construit avant. Cette régression politique, cette corruption du mouvement ouvrier, la bourgeoisie n'aurait pu l'obtenir sans le stalinisme. La confiscation du drapeau de la révolution russe par le stalinisme fit de lui un poison infiniment plus fatal pour le mouvement ouvrier révolutionnaire que tous les poisons réformistes du passé. Alors, quand fut fondée la 4e Internationale, en septembre 1938, celle-ci ne regroupait que de petites organisations. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, depuis Marx, il y avait toujours eu un courant révolutionnaire dans la classe ouvrière. De génération en génération, que ce soit dans les périodes de tempête ou de calme de la lutte de classe. La transmission s'était toujours faite, de militant en militant, qui apprenaient les uns des autres. Même quand il y eut des ruptures dans cette continuité, cette transmission avait quand même pu avoir lieu. Les partis socialistes avaient été fondés avec des militants qui s'étaient formés auprès de Marx et d'Engels. Après la Révolution russe, les partis communistes s'étaient créés à partir des courants révolutionnaires, des partis socialistes ou des syndicats ouvriers de tendance anarchiste. Pour la première fois dans l'histoire, le stalinisme avait rompu cette continuité humaine, militante, en exterminant les trotskistes soviétiques et en corrompant les partis communistes, au point d'en faire des partis au service des intérêts de la bourgeoisie. Les idées révolutionnaires étaient devenues un spectre. Même dans cet état, elles ont continué à hanter la bourgeoisie. Quelques jours avant la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne, en août 1939, Hitler rencontra l'ambassadeur français à Berlin et lui déclara « Je vaincrai, je le crois, et vous, vous croyez que vous vaincrez. Mais ce qui est certain, c'est que le sang allemand et le sang français couleront. » L'ambassadeur français lui dit « Si je croyais vraiment que nous l'emporterions, j'aurais également peur que le résultat de la guerre soit qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur, M. Trotsky. » Et Hitler répondit « Je sais. » Car pour la bourgeoisie, la peur de la révolution prolétarienne s'incarnait en Trotsky. Trotsky fut assassiné le 21 août 1940 par un agent de Staline, moins de 2 ans après la fondation de la 4e Internationale. Politiquement, celle-ci ne survécut pas à sa mort, car il était son seul véritable dirigeant. Les militants qui, en Europe ou aux États-Unis, l'avaient rejoint
malgré tout leur courage, n'avaient pas l'expérience et la trempe des militants de l'opposition de gauche soviétique. Ils n'avaient jamais été en contact avec le bolchevisme. Où auraient-ils pu le rencontrer? Pas dans les partis stalinisés et encore moins dans les partis socialistes réformistes. En outre, le stalinisme avait érigé, entre ces faibles organisations trotskistes et la classe ouvrière, un rempart qu'il voulait infranchissable. En URSS, Staline avait fait exécuter la quasi-totalité des trotskistes. À l'étranger, même s'il fit assassiner Trotsky et d'autres dirigeants trotskistes, comme Léon Sedov, le fils de Trotsky, il ne pouvait pas liquider aussi facilement les révolutionnaires. En revanche, au sein du prolétariat, où il était hégémonique, il pouvait faire régner sa loi. Les staliniens systématisèrent la violence morale et physique contre les trotskistes, pour empêcher que leurs idées pénètrent dans la classe ouvrière. Les militants trotskistes étaient dénoncés comme des agents de l'impérialisme, traités d'hitléro-trotskistes. Les rares militants ouvriers révolutionnaires, découverts par les staliniens, étaient dénoncés au patron pour être licenciés. Et les militants révolutionnaires qui se présentaient ouvertement devant les entreprises se faisaient casser la figure et menacer de mort. En introduisant des méthodes de gangsters dans le mouvement ouvrier, le stalinisme a aussi pourri ses propres militants. Il leur a appris à piétiner la démocratie ouvrière, à faire taire les oppositions, à se méfier de la base parce qu'elle pourrait être trop indépendante. Il a cultivé chez ses responsables l'arrogance et le mépris de ceux qui pensent à la place des travailleurs et décident de ce qui est bon pour eux. Le stalinisme a liquidé les militants capables de transmettre les traditions du bolchevisme. Il a créé un fossé entre la classe ouvrière et les idées révolutionnaires. Mais il n'a pas pu détruire ce que Trotsky avait écrit. Ses textes, ses analyses, ses programmes sont ce qui nous reste, et c'est inestimable. Le mouvement trotskiste sorti de la Seconde Guerre mondiale éclatait. Des militants avaient été tués, certains dans les camps nazis, d'autres assassinés par les staliniens. Il y avait des militants trotskistes dans bien des pays, en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Afrique du Sud. Mais il s'agissait en général de tout petits groupes, sans implantation ouvrière. Formellement, la 4e internationale continuait d'exister et réussit à tenir un 2e congrès mondial 10 ans après sa fondation. Mais bien sûr, sans Trotsky. Or, Trotsky incarnait à lui seul la politique et le programme de la 4e internationale. Il avait dirigé un parti ouvrier de masse et 2 révolutions, constitué et mené à la victoire une armée rouge de plusieurs millions d'hommes. À l'échelle internationale, les trotskistes qui étaient venus à lui étaient en grande majorité de jeunes intellectuels, coupés des masses ouvrières et qui ne comprenaient qu'à moitié les conseils qu'il leur avait donnés. Lors d'une discussion avec des militants trotskistes américains, en 1939, Trotsky caractérisait ainsi les militants français, trotskistes français. Je le cite. « Il y a en France des camarades comme Naville et d'autres qui sont venus à nous il y a 15, 16 ans, alors qu'ils étaient encore de tout jeunes gens. Et pendant toute leur vie consciente, ils n'ont reçu que des coups, subi que des défaites, de terribles défaites, et ils en ont l'habitude. Ils apprécient hautement la justesse de leur conception. Ils sont capables de bonnes analyses, mais ils n'ont jamais été capables de pénétrer dans les masses, d'y travailler. Ils n'ont jamais pu apprendre à le faire. » Naville, qui avait été en contact étroit avec Trotsky, cessa de militer après la guerre. Mais ceux qui se trouvaient à la tête des organisations trotskistes en France et en Europe avaient les mêmes défauts évoqués par Trotsky. Aux États-Unis, Cannon et les militants ouvriers qui l'entouraient avaient réussi à avoir une certaine implantation dans la classe ouvrière. Et ce n'est pas un hasard si c'est leur organisation qui suivit de plus près les conseils de Trotsky. Mais les seuls qui parlaient réellement le même langage que Trotsky, qui avaient l'expérience du travail militant révolutionnaire au sein des masses, avaient été ses camarades soviétiques, qui avaient tous péri, ou presque. Les militants à l'origine de notre courant ont rompu pendant la Seconde Guerre mondiale avec le reste du mouvement trotskiste en France, parce que la majorité de celui-ci
après la défaite militaire de 1940, avait mis en avant, je cite la formule, une politique de front commun avec tous les éléments pensants français, ce qui était de fait un abandon de l'internationalisme. Mais le choix de rompre, pour ces militants, était surtout motivé par la nécessité de lier leur sort à la classe ouvrière, organiquement, humainement, concrètement, en revenant à l'idée fondamentale qu'il fallait commencer par construire une organisation en direction des travailleurs et des entreprises. Dans son rapport sur l'organisation de 1943, Barta, le militant d'origine roumaine qui dirigeait ce petit groupe, l'Union communiste, expliqua les raisons de cette rupture et de la constitution d'une organisation indépendante. Les idées de l'opposition russe, qui furent à la base de la naissance du courant de la 4e internationale, n'ont pas pu pénétrer dans un milieu ouvrier en France. Le fait que ces idées ont été adoptées surtout par des intellectuels manquant de véritables traditions communistes, qui pendant des années n'ont pas eu la possibilité de militer sur le terrain des luttes ouvrières, a conféré à l'opposition communiste en France un caractère petit bourgeois qui a rendu aléatoire tout développement ultérieur du mouvement en France au moment où la situation objective, les luttes prolétariennes de 1934 à 1939, fournissait une base solide à la propagation des idées de la 4e internationale. Nous nous sommes engagés depuis le début de la guerre dans la création d'une organisation de type révolutionnaire bolchevique. Le bolchevisme implique, avec une politique juste, un contact réel et étendu avec la classe ouvrière, la participation quotidienne à ces luttes. Il s'inspire des intérêts quotidiens et permanents de la classe ouvrière. Par son activité militante, l'Union communiste réussit à gagner des travailleurs au trotskisme et à former parmi eux des cadres, comme Pierre Bois, qui allait être le dirigeant de la grève de l'usine Renault à Billancourt d'avril-mai 1947, où des milliers de travailleurs tinrent tête à la direction, au gouvernement et à l'appareil hégémonique de la CGT stalinienne, en s'organisant démocratiquement dans un véritable comité de grève. Craignant de se déconsidérer auprès des travailleurs, les ministres du PCF durent affirmer leur soutien à la grève et furent exclus du gouvernement. Le succès militant que représentait cette grève n'eut cependant pas de répercussions sur la façon de militer du reste du mouvement trotskiste, et l'Union communiste resta seule dans ses choix militants. Après la mort de Trotsky, tous ceux qui se fixaient comme objectif de construire des organisations sur la base du trotskisme étaient face au problème de s'orienter politiquement dans un monde où le stalinisme, prétendant être le seul et unique représentant du communisme et de la révolution, défigurait ces mêmes idées. Les idées du communisme révolutionnaire, authentiques, il fallait aller les chercher dans les livres. Et à l'époque, il n'était pas évident de trouver les ouvrages de Trotsky. Une des analyses les plus fondamentales de Trotsky et de l'opposition de gauche était celle de la nature de l'URSS. En mars 1934, alors que le stalinisme avait mené le prolétariat allemand à l'abattoir en le livrant à Hitler, et alors que Staline emprisonnait les trotskistes en URSS, Trotsky affirmait « Le fruit de la grande révolution d'octobre en Russie fut l'État soviétique. Il a montré quelle force et quelle possibilité recèle le prolétariat. L'État soviétique demeure aujourd'hui, encore, chair de notre chair et sang de notre sang. Et en ces heures difficiles, nous appelons tout ouvrier honnête à la défense de l'État soviétique. » Trotsky avait déjà combattu des militants qui ne voulaient plus assumer ce point de vue sur l'URSS. Après la guerre et sa mort, d'autres militants, tout en se revendiquant du trotskisme, remirent en cause les raisonnements de Trotsky sur l'Union soviétique. Bien sûr, tout le monde pouvait constater que derrière la propagande officielle, l'Union soviétique était de plus en plus éloignée de l'idéal socialiste d'égalité et de fraternité. L'enrichissement de la bureaucratie était de plus en plus écœurant et la dictature était féroce. Mais la société soviétique était le fruit d'une révolution, d'un séisme social d'une ampleur exceptionnelle dans l'histoire humaine.
L'intervention directe des masses avait bouleversé en profondeur les vieux rapports sociaux. Les opprimés s'étaient libérés de leur oppression sous toutes ses formes et d'une façon radicale. Plus rien ne pouvait être comme avant, et d'abord dans leur tête. Ils avaient modelé de nouveaux rapports sociaux, ce qui en retour les avait transformés, eux, profondément et durablement. Seule une révolution prolétarienne, mobilisant des années durant, des dizaines de millions d'individus pouvait réaliser cela. Aucun coup d'État, aucune révolution de palais, et même aucune révolution paysanne dirigée par la petite bourgeoisie ne pourrait avoir un tel effet. Alors dire que l'URSS était une dictature comme les autres, c'était balayer son origine révolutionnaire prolétarienne. Et en plus, ce raisonnement se faisait souvent sous la pression de la propagande anticommuniste, très forte au moment de la guerre froide et qui était largement relayée par les partis socialistes. À partir de la fin de l'année 1947, dans les pays d'Europe centrale, comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne et d'autres, qui étaient occupés par l'armée soviétique, la bureaucratie stalinienne mit en place des gouvernements à sa botte pour empêcher ces pays d'échapper à son emprise. Ces démocraties populaires, comme on les appela par la suite, se revendiquaient du socialisme. Et formellement, dans cette période de tension entre l'URSS et l'impérialisme, ces régimes étaient alliés de l'Union soviétique. Mais de quelle nature étaient ces nouveaux États? La majorité du courant trotskiste décréta que les démocraties populaires étaient, comme l'URSS, des États ouvriers dégénérés. Mais tracer un trait d'égalité entre ces États et l'URSS, c'était dire que la bureaucratie stalinienne pouvait jouer un rôle équivalent à l'action consciente de millions de travailleurs, et que la prise en main d'un appareil d'État par l'armée et la police politique de Staline pouvait avoir les mêmes effets qu'une des plus profondes révolutions sociales de l'histoire. Cela signifiait en clair qu'il n'y avait pas besoin de l'intervention de la classe ouvrière pour renverser le capitalisme. Pour notre part, nous nous sommes toujours tenus à l'idée fondamentale que rien ne peut remplacer l'intervention consciente des masses ouvrières. Et nous avons considéré que ces États, bien que passés sous la tutelle du Kremlin, n'avaient pas changé de nature et restaient des États bourgeois, et que seule l'Union soviétique était un État ouvrier, dégénéré, issu de la révolution d'octobre 1917. Après la Seconde Guerre mondiale, eut lieu l'explosion révolutionnaire des masses opprimées des empires coloniaux. Tout en étant extrêmement prudent devant les processus révolutionnaires qui se déroulaient, car les révolutions sont toujours imprévisibles, le point de vue qui a guidé les militants de notre courant pour s'orienter dans ces événements, ces révolutions, était d'essayer de comprendre quel rôle y jouait la classe ouvrière en tant que force politique et s'il s'y trouvait un parti ouvrier pour représenter ses intérêts politiques. La révolution chinoise qui mena à la prise du pouvoir le Parti communiste de Mao en 1949 secoua toute l'Asie. La paysannerie pauvre se souleva contre ses oppresseurs dans les campagnes, les propriétaires terriens et les seigneurs de guerre du passé. Et le parti de Mao se mit à la tête de cette révolte. Mais où était le prolétariat? Où était son action politique? Malgré sa faiblesse numérique, il aurait pu jouer un rôle dirigeant, comme une vingtaine d'années auparavant, la révolution ouvrière de 1927, dans le même pays, l'avait montré. Mais le Parti communiste chinois n'était plus un parti ouvrier. Son histoire, après la répression sanglante de 1927, l'avait entraîné loin des villes, dans les campagnes. Et il s'était transformé en un appareil de guérilla. Il s'était retrouvé à la fois coupé de la classe ouvrière, mais aussi coupé des milliers de petits bourgeois et bourgeois, liés à la dictature et de ce fait incapables de la moindre opposition radicale. L'évolution originale du PC chinois en avait fait, malgré son nom qu'il conservait, un parti nationaliste petit bourgeois radical, dont les dirigeants avaient appris à l'école du stalinisme comment brandir les idéaux communistes pour tromper les masses révoltées. Il y avait en Chine des militants trotskistes, dont certains avaient été gagnés à l'opposition de gauche dès 1927. Mao les liquida physiquement,
Aussi faibles qu'ils étaient, ils représentaient pour lui le danger d'une politique prolétarienne indépendante. Mao fit école. Du Vietnam à Cuba, en passant par la Corée du Nord et toute une série de guérillas, des dirigeants nationalistes s'inspirèrent de ces méthodes dans leur combat contre l'impérialisme. À chaque fois, il se trouva dans le mouvement trotskiste des militants pour y voir des processus révolutionnaires, donnant automatiquement naissance à de nouveaux États ouvriers. Gênés aux entournures, certains se sont sentis obligés d'y accoler l'adjectif dégénéré ou déformé. Mais les épithètes ne changent rien au fait que ces États n'avaient rien de commun avec ce qui s'était accompli en Russie en 1917. Depuis, le Vietnam et la Chine se sont spectaculairement ouverts au marché capitaliste. Le régime cubain s'oriente sur la même voie et les mal nommées démocraties populaires ont rejoint le giron du capitalisme. Mais ce n'est pas tant que l'histoire ait donné raison aux analyses de notre courant qui nous importe, que les convictions sur lesquelles elle se fondait et que le reste du mouvement trotskiste avait renié. Laisser croire que la bureaucratie stalinienne ou que des groupes nationalistes petits bourgeois, aussi radicaux soient-ils, puissent jouer le même rôle que la classe ouvrière, c'était tourner le dos au trotskisme. C'était renoncer à défendre le programme révolutionnaire du prolétariat en prétendant que d'autres pouvaient le réaliser à sa place. Ce qui caractérise notre courant, c'est notre fidélité à la classe ouvrière et au trotskisme. À l'époque où le PCF était tout-puissant dans la classe ouvrière française et formait un cordon sanitaire autour d'elle pour empêcher les idées trotskistes de s'y implanter, les militants, à l'origine de notre courant, n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas cherché à se tourner vers d'autres couches sociales qui auraient tenu lieu de substitut à la classe ouvrière. Et malgré les difficultés, ils ont créé une organisation ouvrière trotskiste. Aujourd'hui, les difficultés ont changé de nature. Ce n'est plus le stalinisme, mais le recul de la combativité et la profonde dépolitisation de la classe ouvrière que nous devons affronter. Mais c'est toujours avec les mêmes perspectives. Trouver le moyen d'implanter les idées trotskistes dans la classe ouvrière, avec la même confiance totale dans le prolétariat. Pour les communistes révolutionnaires que nous sommes, il n'y a pas d'alternative.